Bonsoir à tous, bienvenue dans le JT Soir, la grande messe de l'actualité sur la 3. Et tout de suite, le sommaire. C'est fait, il est officiellement le président de la Cour d'appel de Cotonou. Justin Gbenameto est entré dans la plénitude de ses nouvelles fonctions. C'était la suite d'une audience d'installation qui s'est déroulée sous l'autorité du président de la Cour suprême. Et puis là-bas, dans le zoo à Boycon, hors du territoire de compétence de la Cour d'appel de Cotonou, c'est un mouvement qui s'installe. Il regroupe des jeunes avant-gardistes et très actifs par le passé, notamment au sein des comités de campagne de Patrice Talon en 2016. Ils reviennent toujours avec la même détermination que par le passé pour faire en sorte que triomphent une fois encore les idéaux de la rupture et du nouveau départ. Et en fin d'édition, Sofiatou Onifade Baba Moussa, et il faudra dire désormais docteur Sofiatou Onifade Baba Moussa, puisqu'elle accède à ce grade, celui donc de docteur en sciences, options hydrauliques et gestion intégrée des eaux à la faculté des sciences et techniques de l'université d'Abou Mekalavi. Sa soutenance de thèse vous sera résumée dans un instant, mais avant, bonsoir à nouveau, bienvenue, installez-vous confortablement. Il est connu, le désormais président de la Cour d'appel de Cotonou. Justin Gbenameto a été installé dans ses fonctions à la faveur d'une audience d'installation chargée d'émotions, laquelle s'est déroulée sous l'autorité du président de la Cour suprême, Ousmane Batoko. Le point de la cérémonie d'installation dans ce reportage de Ingrid Zedé, présenté par Ali Mouni. C'est une nouvelle page qui s'ouvre ici à la Cour d'appel de Cotonou avec l'installation du nouveau président de l'institution. Nommé en Conseil des ministres du 30 septembre 2020, Justin Gbenameto prend officiellement service en présence des parents, amis et collègues. Les dispositions de l'article 64 de la loi d'organisation judiciaire relative aux attributions administratives, de gestion, de représentation, ainsi que celles proprement juridictionnelles, disent à suffire sur l'étendue des charges prenantes qui seront les vôtres et les fortes qualités managériales qu'elles requièrent. Et comme l'exige la tradition dans ces circonstances, au sein du corps juridique, le parcours du nouveau président de la Cour d'appel de Cotonou est retracé à cette audience d'installation. Ceci est présidé par le président de la Cour suprême, Ousmane Batoko. En vertu des dispositions de l'article 10 de la loi portant statut de la magistrature, que je vous déclare, M. Seyivi Justin Gbenameto, nommé président de la Cour d'appel de Cotonou, installé dans vos fonctions ce jour, mercredi 11 novembre 2020, et vous renvoie dans l'exercice des dites fonctions. À peine installé, le nouveau président de la Cour d'appel de Cotonou dresse déjà une feuille de route pour remplir idéalement ses nouvelles charges. Dans la maison justice, il y a assez de défis à relever aujourd'hui. Notre objectif, c'est d'abord de rassurer les justiciables. Et pour cela, nous avons le devoir de rendre une justice de qualité et dans les meilleurs délais. Avant de le renvoyer dans ses nouvelles fonctions, le président de la Cour suprême a prodigué des conseils à Justin Gbenameto. Ceci dans le but de l'orienter dans l'accomplissement de sa mission. Voilà, et puis on est mercredi et comme tous les mercredis, conclave hebdomadaire des membres du gouvernement sur la conduite effective du chef de l'État. La réunion a accouché d'une batterie de décisions dans plusieurs domaines. On va suivre avec le ministre Alain Oronla, porte-parole de ce gouvernement, l'essentiel à retenir. Quelques mois de l'élection présidentielle de 2021, le Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI s'affûte pour remplir les conditions nécessaires. Le président du COS-LEPI, accompagné d'une délégation de ses membres, s'est rendu à la Commission électorale nationale autonome pour une séance d'échange. Entre autres sujets abordés, l'appurement de la liste électorale et la collaboration entre les deux structures. La Sénat et le COS-LEPI travaillent en tandem depuis des années et sont des partenaires. Donc il ne serait pas logique que nous, au niveau de COS-LEPI, on déroule notre agenda sans prendre contact avec la Sénat pour qu'on s'entende sur le principe de travail, sur les sujets d'intérêt commun. Vous savez que nous, on a l'obligation de produire la liste et de la transmettre à la Sénat 60 jours avant les élections. Donc, il faut que nous produisions une liste exploitable, une liste que la Sénat pourrait exploiter. Donc, quelles sont les exigences de cette tâche?
Donc nous avons ensemble réfléchi. Cette rencontre entre le COSLEPI et la Sénat est la première depuis l'installation du nouveau bureau du Conseil. Et à travers cette démarche, les responsables du COSLEPI entendent améliorer leur collaboration avec la Sénat afin que les préalables de l'élection présidentielle de 2021 ne souffrent d'aucun mal. C'est une bonne chose qu'il y ait ce rapport-là entre les deux structures que nous allons d'ailleurs développer. Il y aura d'autres rencontres. Le COSLEPI nous a visités ce soir et je pense que très incessamment, c'est la Sénat elle-même qui va se déplacer vers le COSLEPI. Donc nous avons essayé d'harmoniser nos points de vue sur un certain nombre de questions. Sur la question de la liste électorale, vous n'êtes pas sans savoir que la liste électorale, elle doit être fiable. C'est très important pour un scrutin crédible. Il faut que la liste électorale soit fiable. Donc, le COSLEPI s'emploie véritablement à mettre dans les délais raisonnables cette liste électorale à la disposition de la Sénat. Pendant environ 2 heures, les responsables du COSLEPI et de la Sénat sont parvenus à plusieurs accords. Un comité paritaire est installé à l'occasion pour mieux conduire la collaboration entre les deux parties. Boycott à présent, c'était plutôt le point de la visite d'une délégation du COSLEPI à la Sénat, dans les locaux de la Sénat. Boycott à présent avec le mouvement Alafia Pérenne, c'est un creuset qui regroupe des jeunes de toute obédience reconnus mais acquis à la cause du nouveau départ, acteurs hier des comités de campagne de Patrice Talon dans les différents arrondissements. Ils se sont remis ensemble avec la même détermination qu'en 2016 afin d'œuvrer pour la pérennisation des actions du régime. Voici le point. La sortie sonne la remobilisation de la troupe en vue de rééditer l'exploit de 2016. Ces jeunes hommes et femmes sont les membres des comités de campagne de Patrice Talon hier dans les arrondissements ainsi que les communes. Réunis aujourd'hui au sein du mouvement Alafia Pérenne, ils ont décidé de dépasser les clivages, division et improvisation pour aller vers une cohésion d'action. C'est vrai, il y a eu de petites frictions, il y a eu des contrariétés mineures qui sont nées des dernières élections législatives, puis des élections communales. Mais ces petites frictions et contrariétés ne sauraient émousser notre ardeur, notre détermination à œuvrer dans un cadre réel pour la réélection du chef de l'État. Puisque Patrice Talon, il faut le dire, c'est une fierté pour nous qui avons porté le projet dès le début. Nous sommes fiers d'être le successeur de la maison Rupture, cette maison dont la fondation a été difficilement construite, mais qui représente aujourd'hui la pierre angulaire sur laquelle le Bénin du présent et celui du futur est en train de prendre corps avec un empilement sans précédent. De ces lieux, nous lançons la remobilisation générale de tous les Béninois, à l'effet de prendre les dispositions adéquates pour la continuité. Toujours aussi engagés qu'il y a 4 ans, ces jeunes, au-delà de la bataille pour le renouvellement du mandat du chantre du nouveau départ, entendent œuvrer pour la pérennisation des actions, mais aussi la sauvegarde des acquis du système. Les raisons qui sous-tendent leur détermination sont multiples. Elles se justifient par les nombreuses œuvres de développement réalisées par le chef de l'État depuis son avènement au pouvoir. Des actions qui ont permis de révéler le Bénin non seulement aux Béninois, mais également au monde. La preuve des réalisations du régime ces 4 dernières années ont été présentées à l'assistance à travers 2 communications développées par d'éminentes personnalités. Le constat aujourd'hui, c'est que nous avons avancé, nous avons bougé. Il y a des réalisations palpables, il y a des réalisations intangibles, il y a des constatations que personne ne peut nier. Tout ce qui a été réalisé pendant les 5 ans est à notre actif, est à l'actif de ceux qui ont cru au départ à cette vision, à cette philosophie. Et donc c'est un creuset qui est mis en place aujourd'hui pour réitérer l'engagement du départ à l'endroit donc du chef de l'État. À Boycon ce samedi, ces combattants, inventeurs et lanceurs de missiles stratégiques et tactiles qui, disent-ils, ont pulvérisé les adversaires lors de la dernière présidentielle, ont réaffirmé leur disponibilité à lutter pour la poursuite de l'œuvre de construction de la nation. Vous avez osé commencer l'écriture de la nouvelle page de l'histoire de notre pays. L'écrasante majorité des Béninois qui œuvrent aujourd'hui pour la poursuite de l'épopée démontre à suffisance que la rupture est l'expression consciente des mouvements de la jeunesse, des travailleurs et de toute la population à la base. Nous ne pouvons et nous ne devons donc plus reculer.
Dorénavant actif, le regroupement selon ses membres va peaufiner les jours à venir ses stratégies. Alafia Pérenne va lancer de multiples actions, lesquelles permettront de rallier à leur cause le maximum de citoyens béninois. Mais avant, les initiateurs du mouvement ont promis procéder à l'installation des démembrements communaux. En complicité avec la régie, retour sur le compte-rendu de la réunion hebdomadaire des ministres ce mercredi. Sous la conduite effective du chef de l'État, la réunion a accouché d'une batterie de décisions dans plusieurs domaines. On va suivre avec le ministre Alain Orula, porte-parole du gouvernement, l'essentiel à retenir. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, lancement de la campagne de commercialisation du coton graine au titre de la campagne 2020-2021. Le dit lancement est prévu pour le 13 novembre 2020 dans la commune de Gogounou. Il consacre l'ouverture des marchés autogérés de coton graine dans toutes les zones de production cotonnière. Dès lors, démarreront les opérations de pesée, d'évacuation du produit et de rétribution des différents acteurs. Le choix de cette période permet aux producteurs de commercialiser à temps le coton et d'éviter les risques de perte de poids, d'incendie de la production entreposée sur les marchés et ou dans les champs, ainsi que de mouilles dues au pli précoce. Le démarrage des opérations permettra également aux sociétés d'égrenage d'amorcer l'usinage pour monter en rythme progressivement. Le Conseil a instruit les ministres et tous les acteurs concernés par le sujet à l'effet de sensibiliser les producteurs des zones cotonnières en général et ceux des localités frontalières en particulier à la nécessité de commercialiser leur coton comme recommandé dans le mécanisme de l'interprofession. Fixation des modalités de déroulement de la campagne de commercialisation 2020-2021 du soja. La filière soja est en progression constante au fil des campagnes agricoles. Ainsi, il a été emblavé au titre de la campagne écoulée une superficie de 192,412 hectares pour une production de 257 000 tonnes, dont 240 000 tonnes déjà exportées. En vue de soutenir cette dynamique, en accédant à la volonté des acteurs et tenant également compte de la tendance sur le marché international, le Conseil a marqué son accord pour la fixation du prix plancher d'achat à la somme de 175 francs CFA le kilogramme. La présente campagne sera lancée le 19 novembre 2020 dans la commune de Djougou et durera jusqu'au 30 juin 2021. Un accent particulier sera mis sur la promotion des bonnes pratiques destinées à préserver le label du soja béninois. Le Conseil a par ailleurs adopté les décrets portant création, organisation et attribution du Comité national de suivi de la zone de libre-échange continentale africaine, nomination des membres du conseil d'administration de l'École des métiers du numérique, nomination des membres du conseil d'administration du Centre de perfectionnement du personnel des entreprises. Voilà, sachez maintenant que dès ce jeudi, le chef de l'État entame une tournée nationale dans 54 villes. Ce périple qui démarre par le septentrion, notamment la ville de Parakou. Il faut dire que ce voyage du président de la République intervient à 5 mois de la fin de son mandat et cela a tout fait de susciter moult interprétations et commentaires au sein de l'opinion. En marge donc du point de presse rendant compte des décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi, le ministre porte-parole du gouvernement a apporté quelques explications sur le bien fondé de cette tournée du chef de l'État à l'intérieur du pays. On retrouve de nouveau le ministre Alain Orula. Avant, il n'y avait pas de raison de faire une tournée. L'exécution du programme d'action du gouvernement répond et obéit à une méthode. Tant qu'il n'y a pas de réalisation, le président de la République n'avait aucune raison d'aller en tourisme, comme d'autres auraient pu le faire. Il a fallu concevoir, élaborer, mettre en œuvre le programme d'action du gouvernement, dont les effets sont visibles, les résultats sont là, ce qui oblige le président de la République, qui, depuis quelques jours, a pris l'habitude d'aller visiter les chantiers pour s'assurer, en dépit des fiches parfaitement rédigées qui lui parviennent, d'aller constater par lui-même le taux de réalisation des travaux. C'est à cette logique que répond la tournée projetée par le président de la République qui
Alors que le programme d'action du gouvernement est en train d'arriver au terme de sa première phase, va constater dans tout le pays les progrès que nous avons réalisés grâce aux efforts de tous les Béninois, de tous les citoyens qu'il a salués. Et ça lui permet également de faire un tour de l'état de la nation avant son discours de fin d'année. C'est plus à cela que correspond cette tournée, à l'orée de la fin d'année plutôt qu'à une fin de mandat qui ne presse en rien. Et pendant ce temps humanitaire, dont d'une nouvelle vague de bacs motorisés à l'Agence nationale de protection civile, c'est un geste de l'organisation internationale coïtienne Direct Aid destiné à 4 communes du Bénin et à la police fluviale. La cérémonie de remise des machines a eu lieu mardi au siège de l'organisation coïtienne Direct Aid à Cotonou. Clément Achade et Rachidi Soubeur. 5 bacs motorisés équipés de gilets de sauvetage et de boîtes à pharmacie. Le nouveau don de l'organisation non gouvernementale d'arrêt et de populations vulnérables des inondations au Bénin. Mais avant de les transmettre aux populations bénéficiaires que sont les communes des Ogbodomé, Wenhi, Atiembe et Tchaourou, sans oublier la police fluviale, cette cérémonie officielle de remise consacrée aux remerciements et engagements organisée par l'Agence nationale de protection civile. Dans le cadre de l'élaboration de notre plan de contingence, on a mis l'acquisition d'une barque motorisée, mais la commune n'ayant pas les moyens, on a fait recours à la NPC qui a pu négocier avec Direct Aid et aujourd'hui, voilà, nous en sommes fiers pour accueillir, recevoir cette barque motorisée. Ça fait un moment, à peu près un mois, Direct Aid a organisé une remise de vivres et de non-vivres au profit de la population sinistrée au nord du pays. Parmi les dons que Direct Aid a prévus pour diminuer la souffrance de la population étaient les 5 bacs. Mais puisque les bacs prennent un peu de temps pour les fabriquer et tout, donc c'est maintenant qu'on a complété ce qu'on a commencé, ça fait un moment. L'objectif que vise Direct Aid par ses actions sociales répétées est d'accompagner le gouvernement béninois à atténuer les souffrances de la population démunie dans plusieurs secteurs. Pour le représentant du ministre de l'Intérieur, ce énième don de Direct Aid va soulager et faciliter la résilience sans doute des populations vulnérables des inondations. Ce geste de Direct Aid constitue par ailleurs une exhortation des usagers au respect des tests sur le transport pluvio-lagunaire. Je voudrais en cette heureuse circonstance exprimer la reconnaissance et la gratitude du gouvernement à l'Organisation internationale Direct Aid qui œuvre inlassablement pour le renforcement de la résilience des populations vulnérables aux inondations. Chaque année, le Bénin enregistre plusieurs cas de noyade, souvent occasionnés par des chavirements de bacs pendant la période de crue dans les communes situées dans le bassin des fleuves Mono, Ouémé et Niger. Ce don de l'organisation coïtienne Direct Aid va à coup sûr changer ces indicateurs et réduire les risques auxquels sont exposées les populations démunies. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ANSSI lance ce jour mardi la 3e édition du Hacker Lab. Il s'agit d'un challenge qui s'étend sur 3 jours et qui vise à détecter des talents en matière de cybersécurité. La précision dans ce reportage de Ingrid Day présenté par Clément Achade. La première compétition de cybersécurité au Bénin revient avec de nouvelles innovations. Dénommée Hacker Lab, elle est initiée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Son objectif, détecter les talents en cybersécurité au Bénin. Ces hackers maillons essentiels dans la lutte contre la cybercriminalité auront pour rôle de mettre leurs compétences à contribution pour la sécurisation du cyberespace béninois. C'est quelque chose qu'on a commencé en 2017 comme une expérience et qui finalement s'est avéré être une méthode très productive. Dans le sens où on a des gens dans notre pays, des jeunes dans notre pays qui finalement, sans forcément avoir eu un creuset particulier, ont développé un talent, ont développé des aptitudes dans résoudre toutes les problématiques liées à la cybersécurité. Et ça, c'est des pépites en fait qu'on s'est juré, qu'on s'est promis en tout cas, de réussir à détecter tous les ans et de pouvoir injecter, n'est-ce pas, dans l'industrie de la cybersécurité. Cette 3e édition de Hacker Lab met l'accent sur l'exploitation des systèmes, l'exploitation web, l'ingénierie inverse et l'analyse forensique.
L'activité est soutenue par plusieurs partenaires tels que MTN Bénin, Isocel, OpenSea, Deloitte et autres. OpenSea est fier d'accompagner l'ANSSI dans l'organisation d'un tel événement comme celui-ci qui vise à aider les jeunes à développer leurs compétences dans le domaine du numérique. Alors, au-delà d'un engagement, pour nous, c'est un devoir en tant qu'acteur majeur de la digitalisation et d'être présent et de soutenir un tel événement. C'est une grande fierté pour nous de pouvoir une seconde fois participer à cette édition de Hacker Lab. Je constate qu'il y a des femmes cette année, donc je suis de plus très réjouie de voir que ça devient très pluriel, que même les femmes sont concernées par ce métier. Donc, sachant que chez MTN, comme vous le savez, notre mission première est vraiment d'offrir un monde meilleur à nos abonnés et surtout tous les bénéfices d'un monde connecté. Après l'épreuve de présélection qui s'est déroulée du 1er au 30 septembre en ligne, ces 25 équipes retenues pour la deuxième phase vont mettre en œuvre du 10 au 12 novembre 2020 leur expertise et leur expérience pour relever les défis. Sur les 25 équipes participantes, 3 seront retenues et récompensées au bout des 3 jours de challenge. Docteur en sciences, option hydraulique et gestion intégrée des eaux de la faculté des sciences et techniques de l'université d'Abomey-Calavi, tel est le grade auquel elle a accédé à la suite de sa soutenance de thèse. Sofiat Onifade Baba Moussa, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, à présenter son travail devant un jury qui n'a pas tari de loge face à la pertinence du domaine de recherche choisi par l'MP30. Suivez ici le compte-rendu de la soutenance avec Ali Mouni et Rachidi Soubéo. C'est un jury de 6 membres, dont 4 en présentiel et 2 en ligne par visioconférence, qui a évalué les travaux de recherche de Sofiatou Onifade Baba Moussa. La thèse soutenue par l'ancienne ministre porte sur la migration des polluants organiques et métalliques dans les sous-sols jacents aux décharges sauvages. Un thème inspiré de la vie quotidienne des populations et de ses séquelles sur l'environnement et surtout sur l'eau. Vous savez, ces dernières décennies, nous remarquons un peu dans nos pays en voie de développement et surtout dans les grandes villes que nous avons un essor démographique important. Et les modes de consommation aussi sont différents maintenant, ce qui fait que nous assistons à une production importante de déchets. Et ces déchets sont mis partout, on crée des dépotoirs sauvages partout. Donc du coup, ces décharges qui sont en contact avec des eaux de pluie produisent un liquide que nous appelons le licivia. Et ce liquide est chargé en déchets, en polluants. Et ces polluants sont parfois organiques et métalliques également, tels que le plomb, le cadmium, l'arsenic, qui sont des métaux lourds qui, à des petites particules, à des petites quantités, peuvent être très nuisibles pour la santé de l'homme. Pour ces travaux de recherche, Sofiatou Onifade s'est basée sur des échantillons issus de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Les résultats obtenus de ces études constituent une véritable approche pour une meilleure gestion des déchets et pour lutter contre la pollution des eaux. En tant que directeur de thèse, je dois vous dire que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet pertinent, mais c'est aussi un sujet très difficile parce que la nature des déchets évolue d'un niveau de vie à un autre, d'une saison à une autre. Et selon les milieux, les processus ne sont pas toujours les mêmes. Donc c'est déjà un sujet très délicat et qui fait appel à plusieurs notions mathématiques, physiques et chimiques. Mais en dehors de ça, les résultats trouvés permettent aux décideurs de pouvoir aller plus loin dans les schémas directeurs de gestion des déchets, dans les politiques et stratégies de gestion des déchets. C'est un document scientifique de 150 pages environ qui est soutenu ici par l'ancienne directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales. La réalisation de ce travail a duré près de 4 ans. L'MP30 a mis plus de 3 heures pour présenter son travail, lequel est apprécié et accepté par les membres du jury. Le jury a estimé que vous avez apporté d'importantes contributions au domaine qui est le vôtre et a décidé de vous conférer le grade de docteur en sciences de l'université d'Abomey-Calavi dans le domaine de l'hydrologie et gestion intégrée des eaux.
dans la spécialité éco-hydrologie, avec la mention très honorable. Plusieurs enseignants d'université se sont déplacés pour apporter leur soutien à l'impétrante, non seulement pour l'importance de son sujet, mais aussi pour l'endurance dont elle a fait montre. Au cours de cette soutenance de thèse, Sofiatou Onifade Baba Moussa a reçu également le soutien de sa famille et de ses proches. Elle vient d'accomplir une grande tâche dont les fruits sont un moyen de protection de la nappe phréatique. Voilà, et pour finir, sachez que la deuxième édition du jeu concours Prix Père André Quenom du Bon Citoyen a connu son épilogue ce mardi 10 novembre, initié par le journal La Croix en la mémoire de ce prêtre journaliste. C'est Fulbert Adjimeroso du groupe de presse Fraternité qui a remporté le premier prix. Il repart avec un chèque de 500 000 francs CFA, un trophée et une attestation. Nous allons écouter ces mots de satisfaction avec la cérémonie de remise suivie de ceux d'un membre du comité d'organisation. Ils sont au micro de Teddy Goudalo et Henri Ganti. Je vais y arriver. C'est un honneur pour moi parce que je porte désormais un petit nom de plus, le nom André Quenom. Et c'est aussi un appel à la responsabilité parce qu'on sait bien ce qu'a été le père André Quenom, on sait bien les valeurs qu'il a défendues, on sait bien la qualité d'homme de médias qu'il a été. Et moi, jeune Fulbert Adjimeroso, je ne peux pas prétendre aujourd'hui être père André Quenom, mais je peux travailler à rester un peu plus proche de la réalité, de ce qu'a été l'homme, des services qu'il a rendus à la nation. Et ensuite, c'est aussi un moment pour moi de me remettre beaucoup plus en cause et de me perfectionner et de savoir qu'on ne finit pas d'apprendre. Parce que sortir lauréat d'un prix ne veut pas dire qu'on est le meilleur forcément. Il faut travailler à s'améliorer, il faut travailler à s'engager davantage et c'est ce qui me reste à faire beaucoup plus pour les prochains combats que je pourrais mener. Chacun devait apporter son article, une grande enquête, une analyse ou un reportage. Donc chacun a déposé un article écrit de la période allant de janvier à septembre 2020. Donc c'est dans ce contexte que les candidats ont déposé leur candidature. Déjà la première édition a été infructueuse, il n'y avait pas eu de gagnant. Le jury a décidé, a conclu que dans les candidatures, les dossiers déposés, il n'y avait vraiment personne qui reflétait, je ne dirais pas l'image du père André, mais quand même le sérieux qu'on attendait d'un journaliste. Donc on a réédité, on a repris. Et cette fois-ci, on a eu un gagnant, M. Fulbert, qui est de Fraternité, voilà, et qui a gagné cette fois-ci et qui bizarrement a eu à collaborer déjà avec le père André Quenom, s'il vous plaît. Et il a eu à le dire là tout à l'heure aussi qu'avec le père André, 2 jours avant son décès, ils avaient déjà des projets. Et bizarrement, c'est lui qui gagne cette fois-ci dans l'anonymat, le concours. Donc je pense que c'est vraiment providentiel et je lui souhaite bon vent. Et il doit suivre les recommandations des membres du jury pour améliorer toujours ses écrits. Voilà, fin du journal. Merci de nous avoir suivis juste après la deuxième partie de votre émission 90 minutes. D'ici là, portez-vous bien.